Bien, petite vidéo pour vous montrer maintenant comment résoudre ce problème de transparence sur les textures et aussi comment faire un layering de caméra et donc quelque part faire des effets en couche. Quand je veux dire des effets en couche, c'est par exemple afficher une sorte de HUD, hein, vous voyez ce genre de contrôle un peu façon à la Iron Man, comme ça, des éléments qui viennent flotter au-dessus de ce que voit la caméra. Et donc tout ça va passer par différentes caméras qui vont être mises les unes au-dessus des autres, un peu comme des calques dans After Effects. Et donc on va voir comment ce genre de choses fonctionne. Alors je viens sur ce petit projet que je vous ai fait pour la chose, qui est un petit peu buggé, mais bon, il fonctionnera pour ce qu'on doit montrer. D'abord, voyons un petit peu pour ces histoires de matériaux. Donc ce qu'il faut, c'est que votre image ait une couche alpha. Ça, c'est important. Donc ici, j'ai une image qui dit bravo, hein, parce que je vais avoir un petit jeu qui va se jouer et à la fin du petit jeu, eh bien bravo, voilà, j'ai réussi. Donc, couche alpha. Et dans ce cas-ci, même, l'image qui est importée dans le projet, c'est un fichier PSD. Donc, il faut une chose qui est aussi à retenir, c'est que quand vous êtes dans Photoshop, a priori, les PNG n'enregistrent pas par défaut l'alpha. Et bon, moi j'ai trouvé une certaine difficulté à enregistrer cet alpha avec les PNG, donc le TIFF ou le PSD fonctionne très bien. Les fichiers sont un petit peu plus lourds, mais c'est pas très grave. Donc on verra aussi comment on peut utiliser une image pour mettre plusieurs éléments en utilisant les sprites, mais c'est une autre histoire, c'est pas pour tout de suite. Donc voyons comment ça se passe si je reprends Photoshop. Et voilà, quelques jours restants, merci, ça va, hop. Et que je vais ouvrir mon bravo là. Hop, on voit donc c'est un fichier Photoshop, sortir aussi, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est un fichier qui n'a pas de couche alpha, mais qui a une découpe dans Photoshop. Et donc au moment de sauver le fichier PSD, forcément, il va tenir compte du fond vide et Unity va l'interpréter comme une couche alpha. Donc ça, c'est une solution facile. Vous sauvez en PSD, pas de fond et ça marche. Ou vous pouvez sauver votre fichier en TIFF. Ça marche aussi. TGA, ça marche, mais bon, TGA, moi, je suis vraiment pas fan. Donc, à vous de voir. Voilà, donc ça c'était pour les images. Et automatiquement, quand vous avez ça, vous allez avoir dans votre matériel, si je prends ici le matériel, d'ailleurs que je peux renommer Bravo, et que je peux surtout mettre aussi dans mon dossier matériel, histoire de ranger les choses. Voilà, le matériel Bravo, donc vous voyez ici, clic gauche et je peux un peu bouger dans cette preview. Il a automatiquement découpé. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est sélectionner votre asset, donc l'image en question qui a été importée. Donc je l'ai sauvée directement dans un dossier image dans mon projet. Automatiquement, elle est importée dans le projet. Par contre, c'est bien de venir régler quelques paramètres, comme par exemple ici dans le Advanced, mettre le filter mode sur trilinéaire et une valeur de 5 ou de 6. Et alors déterminer la taille de l'image. Donc si votre texture doit s'afficher sur un format HD par exemple ou quelque chose comme ça, ce sera peut-être plutôt du 2048 que du 1024. Mais dans ce cas-ci, c'était juste pour la démonstration, donc pas très grave. Et une fois que vous avez fait des modifications, vous devez absolument les appliquer. Très important. Ok, donc ça c'est pour le matériau, donc veillez à ce que l'alpha soit bien enregistré dans l'image et à partir de ce moment-là, en fait, dans le matériau, l'alpha se trouve incorporé à la couleur de l'albédo. Si vous regardez ici, quand je clique sur la case de la couleur, je peux changer sa couleur ou je peux changer les valeurs qui sont là et j'ai une tirette pour l'alpha. Et donc je peux jouer sur la transparence ici. Maintenant, ça va jouer sur la transparence globale. Si vous utilisez
comme dans ce cas-ci, une découpe par l'alpha. Donc autrement dit, le rendering mode, c'est pas transparent, c'est cutout. Là, je fais une découpe par l'alpha et que vous voulez après régler la transparence ici, ça marchera beaucoup moins bien. Donc, soit vous utilisez la transparence pour mettre une transparence via la couche alpha de l'albédo, soit vous utilisez avec la couche alpha que vous avez créée dans Photoshop ou dans un autre gestionnaire d'images, un alpha avec des semi-transparences et des choses comme ça. Donc ça veut dire que l'alpha n'est pas blanc partout mais peut être un peu gris et là ça va créer de la transparence. Et bien dans ce cas-ci, le cutout va gérer ça. Donc voilà, si je reviens maintenant à mon projet, qu'est-ce qui se passe dans ce projet? On va voir déjà ce que ça donne et on va voir comment ça fonctionne. Donc si je joue ce projet, voilà, je vais me mettre dans le... Donc là on a un carré. Dans ce carré il y a un trigger et ce trigger déclenche l'arrivée dans le jeu. Donc ici, tapez E pour sortir. Si je tape voilà, je sors, je suis hors de mon jeu. En fait, dans le code, j'ai fait en sorte de déplacer le visiteur pour qu'il ne soit plus dans le trigger, évidemment, parce que sinon, il relancerait automatiquement le jeu. Donc je reviens, ouf, je suis dedans. Avec les flèches, je peux bouger. On va voir comment ça fonctionne. C'est pas tout à fait le même système qu'on a vu. Et donc ici, voilà, je devrais sortir, ça c'est le bug, je devrais être sorti maintenant, me retrouver dans le visiteur, mais non. Donc je dois taper E pour sortir, et là effectivement, je suis dans le visiteur. Ok, donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien en fait, j'ai donc la caméra de mon visiteur qui est ici et qui filme ma scène, la scène sur laquelle j'ai ce petit carré rouge donc avec donc le gamepad qui est là, voilà, avec un trigger gaming qui est en fait un cube un peu étiré de manière à ce que je puisse rentrer dedans, voilà, et un peu plus loin j'ai une caméra game qui filme en fait le jeu. Donc voici le jeu en question. Donc c'est une espèce de petit labyrinthe avec un player et il n'y a pas de fond. Donc cette caméra game, c'est une caméra orthographique et j'ai limité avec le clipping plane la distance qu'elle filme. Bon, ça n'a pas énormément d'importance dans ce cas-ci, mais ça veut dire qu'elle ne voit pas ce qui est derrière ces 4 points qui sont ici. Si je prends mon truc et que je le recule, voilà, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il est hors champ de la caméra. Petit CTRL Z, voilà. Et donc ça, j'ai une caméra, donc la caméra game qui filme ça, et j'ai une deuxième caméra, pas très utile en fait de faire comme ça, mais ça peut être intéressant juste pour vous montrer comment ça marche, qui filme un fond orange pour ce jeu. Donc cette caméra, elle est un peu plus loin et elle ne fait que filmer le fond et aussi le texte pour sortir. Alors ce texte, je n'ai pas utilisé, donc vous pouvez créer un UI texte, je n'ai pas utilisé cette fonction-là, parce que quand vous utilisez cette fonction-là, en fait, quand vous changez la taille de la résolution de votre fenêtre jeu ici, le texte ne va pas suivre. Tandis que si c'est une image, comme ici, donc c'est un texte tapé dans Photoshop avec un alpha, etc., exactement comme tout à l'heure le Bravo que vous avez vu, lui, il va forcément toujours rester en fonction de sa position, puisque c'est une texture sur, dans ce cas-ci, un plane. Donc voilà, donc ça c'est pour le fond, et donc j'ai le Bravo qui lui apparaît aussi, mais lui il est dans l'autre caméra, dans la caméra du jeu. Enfin c'est vrai que j'aurais pu la mettre... dans la caméra du fond, c'est vrai que ça n'aurait pas fait... enfin, quoique non, parce que si je l'avais mis dans la caméra du fond, donc il serait apparu derrière le maze. Alors, pourquoi est-ce qu'il serait apparu derrière? Parce que l'ordre
dans lequel les caméras vont s'empiler les unes sur les autres dépendent de leur depth. Donc si je prends la caméra game, ici on voit elle a un depth de 3. Si je prends la caméra fond, elle a un depth de 2. Et si je prends la caméra de mon visiteur, il a un depth de -1. Donc en gros, dans l'ordre, j'ai le visiteur qui est en dessous, dessus vient le fond et dessus vient le game ici, donc avec le petit labyrinthe et le cube là, qui se déplace dans ce labyrinthe. Et donc c'est comme ça que j'empile les différentes caméras. Alors ce qui est aussi très important pour que ça puisse fonctionner, c'est que la caméra principale peut être en skybox, donc le clear flag skybox, c'est-à-dire qu'elle voit ce ciel se dégrader de ciel et un sol, etc. Donc ça c'est le skybox. Par contre, les autres ne sont qu'en depth only. Donc le fond et la caméra jeu sont en depth only, ce qui veut dire qu'elles ne filment que ce qui est devant leur objectif, et le fond n'importe pas, le fond est transparent. Et comme le fond est transparent, alors ça peut se combiner, et donc on peut avoir de cette manière-là empiler les différentes images qui sont calculées par les différentes caméras, en fonction de leur depth. Et donc c'est surtout ça qui fait que ça fonctionne. Alors au niveau de la programmation, comment est-ce que ça se passe? Donc mon trigger gaming, qu'est-ce qu'il fait? Puisque c'est par là que ça commence. Donc il attend que je rentre dans le trigger avec mon visiteur et il envoie l'événement vas-y joue, play game. Il va désactiver le visiteur et activer la cam fond, le labyrinthe, le player dans le labyrinthe, le fond orange et le texte E pour dire de sortir. Et il va placer donc le player, très important. Donc le player, c'est le petit cube là qui se promène. Il va le replacer à son point de départ. Donc ce sont les valeurs de point de départ de ce petit cube. Très important que ce soit fait ici à ce moment-là, parce qu'évidemment quand j'ai joué une fois, ou quand j'ai réutilisé le visiteur, qui utilise aussi les flèches, donc les flèches c'est ce qui fait bouger mon player ici dans ce jeu, forcément mon cube il aura bougé, surtout s'il est actif. S'il n'est pas actif, il n'aura pas bougé, mais quand il est activé, il risque de bouger. Donc ici c'est une sécurité, je le remets en place à son point de départ dès que je rentre dans le trigger pour déclencher le jeu. Toujours prévoir 2 ou 3 échelons de sécurité, de refaire des actions, même si vous dites mais oui mais c'est fait par un autre, ça ne fait rien. Il vaut mieux toujours reconfirmer des choses plutôt que de se retrouver avec un truc qui ne fonctionne pas. Et toujours penser à celui qui va utiliser de travers le jeu que vous mettez en place, enfin le jeu ou l'interactivité que vous mettez en place. Alors, donc on a cela. Qu'est-ce qui se passe après? Donc quand j'ai fini de jouer, mon trigger, il a 2 FSM. Il a le FSM 2, c'est quitter avec la touche E. Donc quand je tape E, donc il attend que je tape E. Si je tape E, eh bien on s'en va. Et donc ça veut dire qu'on désactive tout et qu'on active le visiteur et qu'on le remet en position, très important, je le mets en position en dehors du trigger game in. Et donc c'est ce qui me permet de ne pas avoir une boucle et de ne pas pouvoir sortir, d'être dans l'impossibilité de sortir de ce jeu. Donc très important, je le remets dans une position juste à côté, comme ça je suis là où j'étais avant de démarrer ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le player qui lui avance droite, gauche, haut, bas, etc. Comment est-ce qu'il se fait, comment est-ce qu'il fait pour avancer? Donc c'est pas le même contrôle que ce qu'on a fait pour le visiteur. Sur le visiteur, c'est un contrôle intégré, une fonction de Unity. Ici, c'est un truc fait main. Donc c'est quoi? C'est on va attendre qu'on ait cliqué sur la touche, sur la flèche de droite dans ce cas-ci.
et on va envoyer l'événement allons-y, bougeons à droite. Qu'est-ce que ça va faire? On va d'abord enregistrer la position, quelle est la position actuelle du cube. Ah ben voilà, la position en X, on l'a sauvée dans une variable. Elle va être augmentée d'une valeur 1. Donc chaque fois que je vais appuyer sur la flèche, je vais bouger de une unité. Et je vais redonner le résultat de l'addition ici. Donc j'ai pris cette position, j'ai ajouté 1 et je redonne dans l'état 4 ici, je redonne, donc je fais cette position de mon cube. Là, je lui redonne la position nouvellement calculée, donc là où il était, plus 1. Et puis je reviens au départ et j'attends qu'on réappuie sur la flèche. Ah bah tiens, on réappuie sur la flèche, donc je refais la même opération. Donc ça, c'est quand on fait un chemin en incrémentation par des petits 1. Si j'avais voulu, par exemple, que tant que j'appuie sur la flèche, il ajoute chaque fois 1, et donc il se déplace à 1 ou 0,01, parce que dans ce cas-là, il allait pas faire des bonds. Quoique, il y a moyen de vérifier aussi de comment il se déplace. Alors, on n'utilise pas cette position, on utilise une autre formule avec le dotwin. Bref, soit, l'idée c'est que donc tant que la flèche est appuyée, il va se déplacer. Et bien donc ça, alors j'aurais fait une boucle ici qui attendrait que je lève le doigt de la flèche pour ne pas... donc j'aurais ici juste... tant que j'ai appuyé, ben voilà, ça tourne en rond. Et puis à un moment donné, il y a un autre FSM qui va enregistrer le fait que je lève mon doigt, et dans ce cas-là, il stoppe il stoppe le player, il l'arrête et il attend que j'appuie sur un autre bouton. Donc voilà pour le player. Qu'est-ce que je veux encore? C'est à peu près tout, hein. Donc le trigger ici, voilà. Et donc ça fait l'action. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour créer une petite interactivité. Donc résumons-nous, on peut avec les caméras créer un système de calque qui s'empile les unes sur les autres. Ce système de calque, bon ici si j'enlève, si je désactive ma cam de fond, eh bien voilà, donc ça s'empile sur la cam de mon visiteur, donc qui est toujours active pour le moment. Et donc si par contre je désactive le player parce qu'il utilise les mêmes fonctions que mon visiteur, donc si je joue, est-ce que ça va? Normalement ça devrait, parce que je n'ai pas fait en sorte de cacher automatiquement les caméras qui devraient être cachées, donc voilà. Et donc j'ai le Bravo et mon petit labyrinthe là qui sont en superposition sur ma vue, et donc oui, je peux avancer, blablabla, bla, et voilà, et je me promène dans ma vue avec un overlay. Donc c'est une caméra qui est en layer. Donc c'est comme ça que ça marche. Eh bien, amusez-vous bien avec tout ça et on en reparle mercredi. À très vite.